effectivement, la liberté d'expression a été énormément mise en avant depuis un mois et demi. On m'a jamais personnellement autant interpellé sur ce que signifiait la liberté d'expression que depuis un mois. Et j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'ils étaient allés manifester parce qu'il était important de faire en sorte que cette liberté d'expression, ce soit un droit qui soit respecté aujourd'hui en France. Et on a beaucoup entendu dire aussi que cette liberté d'expression, elle justifiait qu'on marche et qu'elle soit quelque part absolue. Alors attention, parce que peut-être certains ont commis des écueils d'interprétation à ce moment-là. La liberté d'expression en France n'a jamais été absolue. Et tout un débat s'est porté autour justement des limites de la liberté d'expression. Et on est donc revenu aux principales questions qui s'étaient posées à l'époque où Charlie Hebdo avait publié les fameuses caricatures de Mahomet qui sont à l'origine de l'exécution des journalistes du mois de janvier. Donc cette liberté d'expression, elle n'est pas absolue, parce que quand on parle de liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire ou dire n'importe quoi. La liberté d'expression, c'est le droit de pouvoir parler sans être censuré, sans avoir de contrôle en amont. Et la liberté d'expression, elle apparaît la première fois dans la DDHC, et dès qu'elle apparaît, on comprend donc qu'on met fin à un régime de censure. On n'est plus obligé d'obtenir l'autorisation d'une autorité quelconque pour pouvoir publier un titre, mais tout de suite, dans la DDHC, il est également prévu que les abus à cette liberté d'expression seront réprimés. Et de manière générale, il n'existe pas une liberté en France qui soit absolue et qui ne soit pas limitée à l'expression d'autres libertés. Alors, concernant la liberté d'expression, l'une des limites de la liberté d'expression va être d'heurter d'autres libertés qui peut être, par exemple, d'égale valeur, et c'est le cas notamment de la liberté de croyance. Liberté de croyance qui est elle aussi protégée, prévue par la Convention européenne des droits de l'homme. La liberté de croyance, c'est le fait de pouvoir protéger toute personne qui a des croyances, qu'elles soient religieuses ou philosophiques. On accorde une protection à tout type de croyance. Et les conflits éclatent de manière générale quand, au nom de la protection d'une croyance, on considère que cette liberté d'expression, elle doit céder, elle doit diminuer. Alors se posent des atteintes, les atteintes à la liberté de croyance. Et les principales atteintes à la liberté de croyance, aujourd'hui, qui sont poursuivies dans les tribunaux, sont l'injure ou la diffamation à l'encontre de personnes du fait de leur appartenance ou du fait de leur croyance, de leur appartenance à une communauté religieuse ou à un groupe religieux ou du fait de leur croyance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible effectivement de considérer qu'on porte atteinte à la liberté de croyance de quelqu'un lorsque cette personne se trouve diffamée, lorsqu'elle se trouve injuriée du fait qu'elle appartient à une religion. Et c'est ce sentiment religieux, c'est lorsqu'on porte atteinte à ce sentiment religieux qu'il y a effectivement des limites qui s'opposent à la liberté d'expression. Mais si on peut entendre que des personnes se sentent quelque part offensées parce qu'on les a critiquées, ou on les a diffamées, ou on les a injuriées du fait de leur appartenance religieuse, on pose une distinction entre ce sentiment religieux qui est attaqué et le fait que la religion en elle-même, elle, peut être critiquée. Et on différencie alors l'injure ou la diffamation à caractère religieux qui offense les personnes du fait simplement qu'elles croient en quelque chose, soit une conviction religieuse, une conviction philosophique, et on l'oppose à quoi? Au blasphème. Le blasphème qui est effectivement le fait d'outrager une religion, excusez-moi, le fait d'outrager un symbole religieux, mais qui n'est pas interdit en France, puisque je me rappelle, l'article 1er de la Constitution de 58 nous dit que la France est une république laïque et qu'à ce titre, on respecte les religions. Mais quand on dit qu'on respecte les religions, ça ne veut pas dire qu'on doit respecter les pratiques religieuses. Ça veut dire qu'on respecte la possibilité pour chacun d'avoir une croyance. Mais on distingue très fermement le blasphème qui sera l'outrage, le fait d'expliquer ouvertement d'une religion, et la diffamation ou l'injure prononcée à l'encontre de quelqu'un du fait de son appartenance à une religion. Et c'est ce débat qui s'est posé lors de la publication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet.
À l'époque, et pour revenir sur le contexte, puisque c'est un élément qui est pris en compte à chaque fois par les tribunaux lorsque l'on se pose la question de savoir, mais dans ce cas-là, quelle liberté est-ce qu'on fait prévaloir? Est-ce que je fais prévaloir la liberté d'expression, parce que c'est ça qui est le plus important, ou est-ce que je fais prévaloir la liberté de croyance, l'appartenance religieuse, le fait qu'il ne faut pas offenser le sentiment de certaines personnes du fait simplement qu'elles croient en un culte, en un Dieu, pardon, on va essayer de repositionner le débat dans un contexte. Et lors de la publication des caricatures de Mahomet, on était dans un contexte très précis. C'est-à-dire que Charlie Hebdo à l'époque, avait décidé de relayer dans ses colonnes des caricatures qui avaient été contestées suite à leur publication dans le Jyllands-Posten au Danemark. Pourquoi? Parce qu'au Danemark, à l'époque, une maison d'édition avait cherché des dessinateurs pour faire une série d'ouvrages qui seraient consacrés à la religion, à différents types de religions, et on n'avait trouvé personne pour dessiner Mahomet. Pourquoi? Parce que, effectivement, la religion musulmane ne tolère pas de représentation du prophète. S'insurgeant sur ce point, un journal danois avait décidé de publier des caricatures de Mahomet, ce qui avait entraîné un déferlement de haine un peu partout dans le monde. En soutien à leurs homologues danois, les journalistes français, dont François, avaient décidé de reproduire ces caricatures dans leur colonne. C'est ce qui a valu effectivement directeur du rédacteur en chef, je pense, au centre de François de mémoire, d'être licencié. Et Charlie Hebdo, dans ce contexte-là, décide, lui aussi, de reproduire ces caricatures. Alors, les caricatures étaient reproduites à l'intérieur du titre, et en couverture, c'était Cabu qui avait été amené à dessiner, et il avait dessiné une caricature de Mahomet se tenant la tête, en train de dire « C'est dur d'être aimé par des cons », mais le titre du journal était « Mahomet débordé par les intégristes ». Donc Mahomet est débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons qui dont les intégristes. À l'intérieur du titre étaient reproduites les différentes caricatures. Et 2 de ces caricatures ont été poursuivies, de même que la couverture, par la Société des Abous de France et des lieux saints de l'islam, de mémoire aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'on reproche à Charlie Hebdo? On reproche à Charlie Hebdo d'avoir mis en avant le prophète et d'avoir assimilé finalement le prophète, l'islam, à une religion de terroristes. La défense de Charlie Hebdo, quelle sera-t-elle? Ce sera, on n'a pas fait d'amalgame. D'abord, on est un journal satirique. Donc, on a le droit de rire, on a le droit de rire des religions, on a le droit de dessiner le prophète. Et puis, en plus de ça, ce qu'on dénonce, nous, c'est l'intégrisme et pas les religieux, enfin les musulmans dans leur foi. Et c'est effectivement une argumentation que va suivre les tribunaux, que suivra d'abord le tribunal correctionnel et que suivra ensuite la cour d'appel, où on va considérer que, effectivement, dans le cas présent, il n'y a pas d'injure à caractère religieux. Pour quelle raison? Parce que le titre a pris la peine de différencier les intégristes des musulmans. C'est-à-dire qu'on a critiqué en couverture l'intégrisme, on dit que les cons, en l'espèce, ce sont les intégristes et certainement pas les musulmans. À l'intérieur du titre, il y avait 2 autres caricatures. L'une représentait un prophète qui demande aux intégristes de partir en arrivant au ciel parce qu'il n'y a plus de vierge. C'est très clair, les personnes qui sont dessinées sont des combattants. Et la deuxième caricature, la troisième en tout, était beaucoup plus sujette à polémique. Pourquoi? Parce qu'elle représentait Mahomet avec un turban sur la tête et ce turban représentait une bombe. Il est évident que cette caricature, si on l'analyse toute seule, elle pourrait être problématique et la cour d'appel l'a d'ailleurs fait valoir. C'est-à-dire que cette caricature, elle est dangereuse parce que d'un seul coup, on assimile Mahomet à un terroriste en puissance, puisque dans son turban se cache une bombe. Mais en réalité, ce qui a été retenu par la cour, c'est le contexte dans lequel la publication est intervenue. Et parce que Charlie Hebdo est un titre satirique, parce qu'il n'y a pas de blasphème en France, on a le droit de représenter le prophète, et parce que justement c'est les intégristes qui sont dénoncés et que ça s'inscrit dans un contexte général de dénonciation des actes de terrorisme, il n'y a pas eu de condamnation
et Charlie Hebdo a été relaxé. Tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est encore une fois de bien tenir compte du contexte et que la lecture des faits qui est menée par les tribunaux, elle tient compte de ce contexte à 3 niveaux. On va s'intéresser lorsqu'on publie ou lorsqu'on diffuse quelque chose, au propos bien sûr, à l'image ou au contenu. Qu'est-ce que c'est que ce propos? Mais ce propos, il ne peut pas être interprété tout seul. Il faut le mettre dans un contexte. Donc on va regarder qui le publie, qui le dit. Ah, ici c'est Charlie Hebdo, c'est un journal qui se veut satirique. Très bien. Donc deuxième élément de contexte. Et puis, encore, troisième élément contextuel, la situation géopolitique d'un point de vue sociétal. Qu'est-ce que ça signifie de publier cette image-là à un moment donné? Voilà. Ça, c'est pour revenir sur, effectivement, l'origine du procès sur les caricatures, puisque ces caricatures de Mahomet, elles sont toujours à la une des polémiques, puisque lorsque Charlie Hebdo a publié une semaine après les événements une nouvelle caricature du prophète, on s'est dit, mais est-ce que c'est pas de la provocation? Répondons tout simplement en droit, et je rappelle que le droit et la morale sont deux choses différentes. Les tribunaux ne statuent pas en équité, on ne statue pas selon le sens moral de chacun, on statue selon les règles de base, les règles légales sur lesquelles on peut s'appuyer. Or en France, comme je l'ai évoqué, l'article 1er de la Constitution rappelle que nous sommes dans une république laïque, il n'existe pas de délit de blasphème, en conséquence de quoi, s'il y a une provocation à la publication d'une caricature, c'est un jugement moral. C'est un jugement éthique, mais ce n'est pas un jugement légal. Le deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Est-ce que Charlie Hebdo, deux poids, deux mesures, est-ce que les tribunaux condamnent différemment lorsque Charlie Hebdo est attaqué par des associations qui se revendiquent de la défense de la religion des musulmans ou des catholiques? Force est de constater que non, les condamnations sont absolument les mêmes. Et d'ailleurs, il est important de rappeler que les principales plaintes qui sont déposées à l'encontre de Charlie Hebdo émanent principalement, il faut savoir, du Front National. C'est le Front National qui attaque le plus souvent Charlie Hebdo. En deuxième position arrivent les associations catholiques et en troisième position, les associations musulmanes. Et ce qui est intéressant aussi de noter sur Charlie Hebdo, c'est que parallèlement à ce procès sur les caricatures de Mahomet, on a eu un procès qui était diligenté par la Griffe, qui est une alliance catholique et chrétienne qui défend l'identité chrétienne et catholique, et française aussi, d'extrême droite, mais qui se revendique essentiellement religieuse sur ces interventions-là. Et la Griffe avait attaqué à la même période Charlie Hebdo, parce que, suite à la venue du pape Benoît XVI en France, Charlie Hebdo avait fait une caricature en couverture en titrant « Dieu n'existe pas » et avait publié 2 passages qui étaient considérés comme incitant à la haine à l'encontre des personnes de confession catholique. Et je vous lis ces passages parce qu'ils sont difficiles à décrire. Donc le premier passage était intitulé Fondamentaux. Messe en latin, éducation religieuse, mœurs rigoureuses, Benoît XVI est pour un retour au fondement du catholicisme, nous aussi, que l'on redonne les chrétiens à bouffer au lion. Ça c'était le premier passage de poursuivi. Et le deuxième était intitulé Devinette. Et je cite 2 points. De quel ouvrage pornographique est tirée cette phrase? On lui amena des petits-enfants pour qu'ils les touchent. Réponse, l'Évangile selon saint Marc, et c'est juste après que ce gros cochon de Jésus-Christ s'exclame, laissez venir à moi les petits enfants. Donc, c'est sur ce terrain-là c'est du fait de ces propos-là qu'avait attaqué la Griffe. Et là, qu'est-ce qu'a répondu le tribunal? D'où l'absence de 2 poids, 2 mesures. Encore une fois, la ligne éditoriale de Charlie Hebdo est une ligne de satire. Il est évident que ces propos doivent être pris avec du recul. Concernant les premiers, lorsque l'on dit qu'on va redonner les chrétiens à bouffer au lion, on fait écho aux positions traditionnalistes qui sont mises en place par Benoît XVI, et la manière de les ridiculiser, c'est bien sûr de prendre des positions aussi extrêmes concernant d'autres points de vue sur ce qu'on doit faire des chrétiens. Et le deuxième passage qui était relatif à la pédophilie, là, les tribunaux ont considéré qu'il s'agissait d'une plaisanterie qui avait déjà été faite
et qu'au-delà de ça, on pouvait imputer sérieusement à Jésus-Christ de tels actes, et qu'il fallait donc le comprendre comme de l'humour, une plaisanterie, un point c'est tout. Et c'est la raison pour laquelle la griffe a été déboutée. Et là, on voit encore une fois que cette question de l'humour est aussi prédominante, au-delà du contexte, dans la prise de position de manière générale sur les atteintes, sur les abus à la liberté d'expression. Et puisqu'il est question d'humour, ou en tout cas de deux poids, deux mesures, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que depuis un mois, on entend, moi j'entends dire en tant que juriste, on me dit oui mais tu te rends bien compte qu'on ne juge pas de la même manière les attaques qui sont dirigées contre la communauté. Je parle de communauté, je sais aussi que ça c'est décrié, mais j'utilise le terme de communauté musulmane parce que la société des Habous et des Muslims de l'islam se revendique comme étant de la communauté musulmane. Donc je ne le fais pas en commettant un quelconque abus de langage. Donc on me dit, voilà, tu vois bien que les atteintes diligentées contre la communauté musulmane sont moins punies que celles qui seraient diligentées contre les juifs ou les catholiques. Je n'en suis pas sûre, en tout cas la jurisprudence ne me le démontre pas. Peut-être que le deux poids deux mesures concerne un traitement médiatique de l'islam, peut-être que l'islam est vilipendé dans les médias, mais dans les prétoires et dans les tribunaux, on ne condamne pas plus les uns que les autres. Et j'attire votre attention sur différents litiges en ce moment. Quand on parle, par exemple, quand on fait référence à Charlie Hebdo, et quand la Cour retient que sont visés les intégristes et non pas les musulmans, je m'interroge sur la condamnation de Philippe Tesson. Je pense que Philippe Tesson, lui, va être condamné. Pourquoi ? Parce que lui, dans ses propos, ne fait pas la différence entre les intégristes et les fondamentalistes et des musulmans. Donc voyez la nuance de langage, et c'est cette nuance de langage qui risque de faire la différence et d'entraîner une condamnation. Dire aujourd'hui que lorsque on parle des Arabes, il y a moins de condamnations, ce n'est pas forcément vrai. Souvenez-vous encore de l'affaire Zemmour, où ce dernier avait dit oui, c'est un fait, la plupart des trafiquants sont des Noirs et des Arabes, c'est pas les Noirs, c'est des Arabes. Effectivement, et là, encore une fois, il y a eu une condamnation pour incitation à la haine à l'encontre de personnes du fait de leur race. Race entendue juridiquement et pas par le fait qu'il existe des races. Toujours et concernant aujourd'hui les attaques, le deux poids deux mesures, on a tous envie de se tourner vers Dieudonné, puisque c'est ça qui est aujourd'hui à la une des débats concernant le fameux « Je me sens Charlie Coulibaly ». Encore une fois, il est important de noter que les éléments contextuels qui sont pris en compte dans l'appréciation ou non du délit sont tout le temps mis en avant dans le cadre des condamnations de Dieudonné Abdallah. Pendant longtemps, Dieudonné n'a pas été condamné, jusqu'en 2006 à peu près. Il n'a pas été condamné parce que l'ensemble des propos qui étaient poursuivis étaient extraits de spectacle. Et puis, à partir de 2006, il y a eu une rupture dans les prises de position de Dieudonné. C'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des propos qu'il ne tenait plus sur scène, mais qu'il tenait lui en tant que personnage public et personnage se revendiquant politique. La question qui s'est posée par la suite concernant les différentes jurisprudences du Dieudonné, c'était de savoir, au moment où il parlait, quand bien même il était sur scène, savoir si il intervenait en qualité d'homme citoyen ou en qualité d'humoriste. Et on est tout à fait prêt. Enfin, nous, la justice, les tribunaux, la justice est tout à fait prête à entendre que Dieudonné intervient en qualité d'humoriste. Mais lorsque c'est le cas, il lui revient de démontrer le ressort humoristique qui est mis en avant dans ces différents sketchs. Et force est de constater que les tribunaux ont pu considérer à plusieurs reprises que ce n'était pas le cas. Ce n'était notamment pas le cas lors de l'affaire Shoah Nanas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, de ce sketch où Dieudonné s'était mis en scène avec un pyjama et une étoile jaune en train de parodier le titre d'Annie Cordy, Chaud Cacao, en chantant Shoah Nanas. Donc, pour se défendre, Dieudonné avait tenté d'expliquer que Shoah Nanas, c'était les ananas chauds et non pas la Shoah. Le tribunal a considéré que ce jeu de mots était de mauvais goût et que de toute façon il n'y avait aucune équivoque possible sur le fait qu'il parlait bien de la Shoah et non pas d'ananas servi chaud, pour la simple et bonne raison qu'il était alors déguisé en prisonnier avec une étoile jaune. C'est ce contexte qui va être pris en compte aussi pour savoir s'il s'agit là d'un trait d'humour ou s'il s'agit là d'une quelconque incitation à la haine ou d'une quelconque apologie.
Et je finis brièvement sur justement les derniers propos qui sont poursuivis concernant Dieudonné. La question qui se pose et qui s'est posée au tribunal la semaine dernière, elle était de savoir qui est la personne qui prend la parole à l'issue de la manifestation. Est-ce que c'est un humoriste? Est-ce que c'est un citoyen lambda? Et pourquoi? Donc les paroles, les propos sont « Je me sens Charlie Coulibaly ». Ce qui n'a certainement pas joué en faveur de Dieudonné, c'est le fait qu'il ait changé à plusieurs reprises de moyens de défense avant de passer au tribunal, ce qui a été notamment noté par la présidente. Aujourd'hui, la défense de Dieudonné est de dire que il se sent Charlie parce que lui aussi on peut l'empêcher de s'exprimer, qu'il se sent Coulibaly parce que justement il est vu comme un terroriste, et le dernier moyen de défense qu'il a mis en avant, c'est qu'il a choisi de parler de Coulibaly parce que la policière qui s'est fait tuer lui faisait penser à sa fille et que lui par ailleurs est noir. Ce moyen de défense est bien sûr laissé à l'appréciation des tribunaux, mais encore une fois, le contexte dans lequel Dieudonné prend la parole à l'issue de la manifestation, le contexte social, on est à l'issue d'une manifestation de soutien aux exactions qui ont été commises la semaine précédente à l'encontre de journalistes et à l'encontre de le contexte dans lequel il intervient, lui, qui a déjà été condamné par 9 fois pour des propos antisémites, va forcément influencer sur la prise de position des tribunaux. Voilà.